Dominique Varnuzel, bonjour. Bonjour à vous. Vous signez une pièce de théâtre, Fratricide. On va parler de ça, parler de l'actualité, notamment la guerre fiscale, parler de vous. Ça fait combien d'années que vous êtes dans le paysage public suisse? Une trentaine. Ouais. C'est passé comment? Très vite. Trop vite? Une étincelle, un brin de poussière, comme disait Frédéric Dard. Vous avez tenu beaucoup de rôles différents. Avocat, évidemment, avocat de plaidoirie, avocat d'affaires, producteur d'émissions télé, présentateur, actif dans le football. Maintenant, l'écriture. Le mieux, c'était quoi? Il n'y a pas de hiérarchie ou de préséance. C'est une succession de pôles d'intérêt. Vous savez, c'est un univers qu'on essaie de meubler. Alors, vous avez des meubles de différentes couleurs, de différents styles, différentes époques, différentes dimensions. Le tout, c'est de ne pas se cogner dans votre propre mobilier. Et puis, il ne faut pas que le regard s'ennuie. Il faut que l'horizon change, se dynamise. C'est ça l'idée. Mais on peut pas hiérarchiser. En tout cas, moi, je ne peux pas me mettre de préséance en disant c'est l'avocature d'abord. L'avocature, ça a été prépondérant dans le temps et dans l'intensité. Et c'est ce qui m'a permis de faire le reste. Le pire, c'était quoi? Le pire, j'aurais tendance à dire que c'était le football parce que ça a été un échec concret, en ce sens où je n'ai pas amené le club là où je le voulais. Mais j'avais 31 ans lorsque j'ai été élu président du Servette, et c'était une telle école de vie, une telle école sur l'aspérité de l'être humain, ses vicissitudes, peut-être pas ses plus beaux pans, que je dirais que les bons culturels que j'ai fait dans le cursus de la nature humaine, ont fini par être un bienfait. Vous êtes de ceux dont on dit « Ah, il a un ego hypertrophié, il n'avoue jamais d'erreur, de faute ». Qu'est-ce que vous dites quand vous dites « Est-ce que ça vous est arrivé vraiment de vous dire « Là, j'ai été idiot, j'ai été sot ». Quand? Idiot, non. Sot, non. Ça commence mal, là, ça veut dire quand Oui, même. oui, mais que j'ai commis des erreurs d'appréciation, hélas, bien entendu. Quand ça? Par exemple, dans le contexte du football, dans d'autres circonstances de ma vie. J'ai pas tellement de difficultés avec les jugements de valeur que je peux porter sur les êtres, parce que je n'ai aucun mérite à ça, mais le ciel m'a doté d'un peu d'intuition. Mais analytiquement, professionnellement... Vous donnez pas d'exemple quand même, pardon. Hein. Vous dites vraiment, là j'ai merdé, quoi, comme on dit vulgairement. Ça m'est arrivé avec des femmes. Et il y a des femmes que j'ai perdues à cause de ça. Il y a des femmes qui m'ont quitté. Il y a des femmes que j'aurais dû ou pu épouser. Des râteaux, des vrais râteaux, vous en avez pris? Oui. Un surtout. Ah, un surtout. Oui, qui vous a fait souffrir? Oui, beaucoup. Qui me tient encore terriblement à cœur. D'ailleurs, c'est une personnalité tout à fait connue. Je le dis aujourd'hui avec beaucoup d'amusement. J'étais très amoureux d'elle. Et malheureusement, ça n'a jamais pu fonctionner. C'était Carole Rousseau. Les bouquins de connaissance de soi disent qu'il faut noter dans la journée ou dans l'année les moments où on se sent bien. Vous, sur une vie, les moments où vraiment vous étiez démultiplié, les moments de jubilation, c'était quand? Je ne peux pas les dater, je peux les situer. Ce sont toujours des parenthèses, des étincelles malheureusement assez brèves. Dans le monde de l'alternance, je suis plus souvent sombre que pétillant. Malheureusement, c'est comme ça. Je tiens cette hérédité un peu funeste de ma mère, je crois, qui était une des pionnières de l'anafranil, c'est le premier antidépresseur du siècle. Donc j'ai quelques parenthèses de jubilation, le scintillement, mais je suis rarement en plein soleil à l'intérieur. Il y a une légende noire de Dominique Varnuzel, vous savez bien, on dit par exemple que quand vous choisissez des photos pour les magazines, quand il y a une photo de vous souriant, vous dites non, moi je veux pas, je veux être... C'est exact, mais c'est pas par goût de la sombritude, c'est par goût ou par sens, tenter de l'esthétique. Je ne me trouve pas particulièrement esthétisant ou esthétique lorsque je ne souris pas, mais je me trouve franchement immontrable lorsque je souris. Montrer le sourire? Je vais essayer. Ah voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Ça c'est épouvantable. Donc je quitte cette posture. Vous êtes parti pour les Bahamas, ça a fait les titres des journaux. L'intérêt fiscal, il est sur les activités que vous avez en dehors de la Suisse. Tout à fait.
Vous regrettez d'être parti? Non, pas une seconde. Pour rien au monde, je ne reviendrai en arrière. Il n'y a pas de destination qui vaille au nom d'un mobile purement fiscal. Je dirais à personne, allez vivre à Andorre, allez à Monaco, uniquement parce que vous allez faire l'économie, vous allez épargner quelques maravédis. Il faut qu'une expatriation, qui est une chose moins simple qu'il n'y paraît, corresponde et réponde à un choix de vie. Alors, on en parlera tout à l'heure. Le bateau, la mer, il y a sûrement d'autres facteurs, mais enfin, il y a le facteur argent aussi. Et est-ce que c'est pas un abandon quand même? Vous êtes un Français, vous avez vécu en Suisse, allez vous perdre aux Bahamas, est-ce que ça n'a pas un côté un peu vulgaire? Oui, ça a un côté vulgaire au sens où vous l'entendez, parce que finalement, c'est une destination qui a une connotation bananière. Ça fait un peu reportage de Capital avec la maison pour riches. Tout à fait. Mais si j'étais allé dresser ma tente sous le Parthénon pour y attendre le touriste en plein été, on aurait trouvé ça culturellement très élégant, mais je m'y serais certainement beaucoup ennuyé. Quand on regarde votre parcours, on va détailler certains moments de votre vie tout à l'heure. Ce qui est frappant, c'est des aspirations qui paraissent un peu contradictoires, parfois à fond du côté de l'argent, des affaires, etc. Et parfois, désir de création, écriture, c'est le cas ici. Vous n'avez jamais choisi entre les deux? Non, en réalité, c'est la vie qui a choisi pour moi. Lorsque j'ai débuté mes études de droit, la plupart de mes congénères vivaient des convoitises exclusivement économiques. Être avocat à l'époque, c'était gagner de l'argent. Je me souviens de ces images désuètes et dérisoires comportant à 40 ans, j'aurais une Jaguar et une villa. Je me souviens, le propos était si consternant que j'en voyais deux catégories qui le visaient, les dentistes et les avocats. Et ils ont réussi, en général? La plupart. Encore que malheureusement pour les médecins, tout ça s'est furieusement démocratisé. Mais en ce qui me concerne, et je le dis alors sans aucune affectation, j'ai eu une foi inébranlable en la défense que j'ai pratiquée au pénal pendant 15 ans. J'y ai perdu mon sang, mon eau, mon âme, mes souffrances, mes inhibitions. Ça a été très difficile. Et j'ai vraiment cultivé cet art de la défense aussi loin que je pouvais le porter. Et le reste m'est venu après, à cause de ça. Là, il y avait une jubilation par moment quand on plaide et qu'on sent vraiment dans le regard des jurés qu'il se passe quelque chose. Là, on parlait des jubilations tout à l'heure. Oui, parce que lorsque vous plaidez, que vous visez la tête, que vous visez l'esprit, et que vous cultivez l'émotion lorsqu'elle naît, vous pouvez avoir une salle de 200 personnes qui vous volent au creux de la main. Chaque battement de cils, chaque silence, d'ailleurs la qualité des silences n'est pas du tout la même selon que vous possédez ce que vous êtes en train de dire ou ce que vous êtes en train d'essayer de porter pour convaincre, ou selon que vous en êtes distant parce que vous ne le possédez pas. Donc vous avez la qualité des silences et vous avez cette espèce de parfum de merveille qui flotte dans une salle, qui est l'attention toute focalisée sur le sort de celui ou de celle que vous évoquez. Ça, c'est un moment très beau. Sans mélanger les genres, le rêve d'être acteur que vous aviez, c'est pas loin de ça. On est quand même dans quelque chose de s'exprimer devant un public. Mais c'est le seul point commun, c'est le tronc. Je le dis souvent, l'acteur, sa dictature, c'est tout d'abord le texte. Son espace de pensée, c'est un peu l'interprétation. L'avocat qui plaide, c'est-à-dire qui improvise, je ne vous parle pas du lecteur de cour d'assises, celui qui improvise, sa seule dictature, c'est la pensée, c'est l'innovation, c'est le renouvellement de l'idée, c'est le sens du moment, c'est l'exploitation du témoignage qui passe, c'est l'incident qui se déroule dans la salle, c'est peut-être un battement de cils du président. Tout ce qui est préconfiguré, et par définition le jeu scénique l'est, exclut que vous puissiez intégrer aux propos que vous tenez l'instant qui passe. Pour revenir à la question, quand on vit des moments pareils, on imagine à quel point c'est intense. Quand vous vous retrouvez face à une héritière qui vient pour planquer son argent en Suisse, qui vous raconte ses petites histoires, franchement, est-ce que c'est pas désespérant parfois? C'est pour ça que je suis parti. Vous le faites un peu encore quand même, ça? Non, non. Ce sont ceux qui, dans le cabinet que j'ai gardé avec Marc Bonan, le font pour moi. D'ailleurs, je l'ai vu pas plus tard qu'hier, c'est de Bonan que je parle, et je lui disais, je ne sais pas comment, vous qui avez quelques années de plus que moi, je ne sais pas comment vous faites pour supporter encore ça, c'est-à-dire qu'avant même que la personne ne s'asseye,
vous avez déjà vu la fin du film. Mais ça veut dire quoi? Monsieur X, industriel en France, qui vous appelle demain, qui vous dit, voilà, j'ai 100 millions à planquer en Suisse, vous lui répondez quoi? À part les problèmes liés. Je réponds de ne pas les planquer en Suisse, ça depuis bien longtemps. Et vous vous occupez pas de lui? Et je ne m'occupe pas de lui, en tout cas pas personnellement. Je ne concours pas à planquer sa fortune en Suisse. Et vous savez, nous ne sommes pas des... Enfin, je ne suis pas passé d'une carrière de pénaliste à une carrière de facteur fiscal ou de receleur de biens défraudés à l'État. Donc c'est pas aussi manichéen que ça. Ce que je veux dire par là, c'est que puisque vous me parliez de l'entretien professionnel, il y a un moment où le feu s'éteint, où l'étincelle disparaît. Un jour, peut-être, vous allez vous lever à 19h58 et puis vous dire, après tout, c'est fini, c'était mon dernier téléjournal. Ça veut dire qu'il y a une cassure pour vous au moment donné où vous vous êtes dit, j'en ai assez? Il y a une fragmentation, un amoindrissement, et ça se traduit par une fracture, oui, au bout du compte. Oui. Mais vous la datez, il y a un moment où vous vous êtes dit, ras-le-bol de faire ce que je fais en partie en tout cas? Oui, qui date très nettement d'il y a 3 ans. Et puis ensuite, il a fallu le temps de la mise en œuvre, parce que je vous le disais, un départ, c'est pas simple. Un atterrissage, ça n'est pas simple non plus. S'expatrier tout seul, moi j'ai la liberté, mais je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas d'entourage immédiat. Donc la solitude, c'est aussi un type de fardeau à porter dans l'expatriation. C'est peut-être plus facile de faire les choses à deux quand les décisions sont lourdes. Le faire seul, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Alors ensuite, on peut s'inventer quelques conjugaisons, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, la création, l'argent, beaucoup de thèmes qu'on va évoquer tout à l'heure aussi, l'armée, les relations entre familiales parfois dures, tout ça est dans vos textes. Fratricide, cette pièce de théâtre que vous signez. C'est difficile de raconter une pièce, mais enfin, en gros, 2 frères très différents, hein, l'un plutôt voyou. 2 frères issus d'un bercail très bourgeois à l'ancienne, et puis un voyou et l'autre un bâtonnier versaillais. Convoqués à l'ouverture du testament. Convoqués à l'ouverture du testament de leur père par le clerc de notaire, et qui va les assujettir à toutes sortes d'épreuves qui viseront à déterminer, au nom des sentiments et du tribut affectif porté au père disparu, lequel des deux méritera cette succession. C'est ça la scène de départ. Suspense, évidemment, qui va emporter le pactole, les relations d'abord très rugueuses entre eux, enfin ensuite ça s'adoucit un peu. Bon, si on prend les thèmes un peu dans le complet désordre, le bateau par exemple. C'est la fuite de l'un d'entre eux, enfin celle qu'il imagine. Pour vous, ça compte beaucoup. Alors, on a dit les Bahamas, c'est aspect financier, c'est aussi ça, le bateau. Oui, pour les Bahamas, mais s'agissant de la pièce et du personnage le plus torturé, enfin le moins conventionnel, ça commence par la fracture. Ça commence par le rejet du cercle familial, par le départ de chez soi, par la mise au banc, qui sont des choses que j'ai vécues à titre personnel, puisque moi je suis parti, je ne suis pas le seul, hein, il y a des millions d'enfants qui ont vécu ça, moi je suis parti de chez moi lorsque j'ai eu 15 ans, dans l'espoir d'entendre quelques cris, soit pour que l'on me retienne, soit pour qu'on me rappelle. Et ces cris-là, je ne les ai pas entendus. Un maire qui vous place au pensionnat à 15 ans. À 8 ans. À 8 ans déjà. À 8 ans, alors que nous étions dans la même ville, donc ça ne répondait pas à une nécessité objective, si ce n'est probablement un besoin d'espace de sa part. Vous lui avez pardonné ça? Non. Non, et je dois dire ni ça, ni pas mal d'autres choses. Ça n'enlève rien, bien sûr, au côté passionnément charnel de l'amour qu'on peut porter à sa mère, quelles qu'aient été les circonstances. Quand une mère comme ça meurt avec toutes les duretés, mais tout l'attachement aussi, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que vous êtes fusillé par un courant qui vous dit que vous êtes passé à côté de quelque chose. Je me souviens que le soir d'une décoration que j'ai reçue, où on avait bien voulu dire un peu de bien de moi pour essayer de la légitimer, elle avait tout de même décrété à la cantonade bon, j'en ai tout de même marre de ces éloges, je vais aller me coucher. Donc ça ne ressemble pas exactement à une adhésion, en tout cas pas montrée comme telle. Mais
Je n'en fais pas une tragédie, et puis je veux dire, il n'y a pas de drame définitif là-dedans. Qui a occupé cette place chez vous? L'autre, enfin, une femme, un ami? Les pères. J'ai eu des pères merveilleux de substitution, extraordinaires de par l'intelligence, leur exceptionnalité. J'ai eu Dominique Poncet, j'ai eu Bonan, j'ai lu Delon à une certaine époque de ma vie. Des gens qui m'ont appris la vie, qui m'ont transfusé au sens étymologique du terme, leur expérience et leur souffle de vie. C'est peut-être pour ça que j'ai bénéficié d'un peu de précocité, sans jamais oublier, comme on me le dit souvent, que la précocité est un crépuscule. Les sujets de votre pièce, quand on dit le bateau, la paternité, l'argent, il est très présent aussi. Vous avez des formules assez frappantes. Vous dites l'argent assouplit les mœurs. Vous l'avez vécu, ça? Oui, bien sûr, parce que y a un univers policé par l'argent qui n'enlève rien, au contraire, à la dureté des âmes et des comportements. Vous avez été fauché, hein, vous avez travaillé pour Saint-Front-de-l'Eure. 4 francs 50, chez un marchand d'art ménager, mais là, comme beaucoup d'autres. J'ai vécu sans argent, mais sans argent du tout. Mais encore une fois, c'est une situation que je vivais dans une allégresse parfaite. Je n'avais pas la convoitise de l'argent. J'ai vécu avec peu, avec un peu, et puis avec un peu plus. Mais sans frustration ni contrainte lorsque j'étais à mes débuts. Dans la pièce, vous allez même un peu plus loin. Hein, enfin, c'est une citation, vous dites c'est un véhicule des sentiments, l'argent, après tout, comme un autre. Hein. Lorsque les êtres se haïssent, lorsque les êtres divorcent, lorsque les êtres meurent, lorsque les successions s'ouvrent, et que la haine surgit, le mépris ou le sentiment est bafoué, vous apercevez que malheureusement, le seul véhicule du sentiment positif ou négatif, ça devient l'argent. C'est-à-dire que ce qu'on vole à l'autre, ce qu'on prend à l'autre, c'est le mode résiduel qu'on réussit à maintenir ou à instaurer comme étant le vecteur de la souffrance. Et l'argent, finalement, tient lieu d'arme. C'est l'arme du crime, en réalité. Les femmes intéressées, vous en avez connu, celles qui s'intéressent à vous pour votre personne, mais aussi pour votre argent, pour votre bateau, que sais-je. Comment vous les regardez? Qu'on appelle vénales. Ouais. Moi, elles m'ont toujours beaucoup amusé. D'abord parce que, comme je le dis toujours, on les voit arriver de très très loin. Elles ont un gabarit, des comportements, des ondulations, des courbes et souvent des expériences de vie qui sont connues, qui démontrent qu'elles ont ce qu'on appelle un pédigré. Alors à partir de là, il suffit de ne pas avoir d'accident, il ne faut pas tomber amoureux. Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé. D'une femme vénale, mais qui, je dois dire, ne l'a pas été avec moi parce que je crois que pour elle, j'étais un accident du travail. Je crois qu'elle avait des sentiments pour moi. Mais ça n'aurait pas dû lui arriver non plus. Vous avez pas mal souffert, en fait. Hein. Deuxième aveu de souffrance sentimentale. On souffre tous, vous savez. Moi, il m'a peut-être été donné l'occasion d'en parler un peu plus, puisque on veut quelquefois bien m'interroger sur mon parcours. Je crois que la souffrance, c'est pas la profondeur du foyer, c'est la capacité propre que l'on a à s'en remettre ou à la surmonter. C'est peut-être là que ma nature est un peu défaillante. La Suisse, c'était votre havre naturel. Hein. Là, vous en êtes parti. Vous aviez beaucoup surpris dans une émission précédente sur notre antenne en disant qu'au fond, vous n'aimiez pas tant que ça la Suisse. Hein. C'est vrai, toujours? C'est vrai, c'est-à-dire que ce n'est pas la Suisse que je n'aime pas. J'aime la Suisse rustique et verdoyante et je trouve les gens beaucoup plus aimables aussitôt que l'on s'éloigne de la capitale citadelle genevoise et de moins en moins lorsqu'on s'en approche. Qu'est-ce que vous gardez de la Suisse, là, aux Bahamas? Un souvenir, le souvenir du berceau qui a rendu possible ce que j'ai pu faire, les rencontres que j'y ai faites. Ce que je n'apprécie guère, c'est l'univers faussement policé du protestant genevois, pour être clair, dont je dis toujours que l'épouse guide au culte le dimanche matin et ses hormones à la maison de tolérance le dimanche après-midi. Ce sont des duplicités que je ne goûte pas.
L'actualité nous ramène à la Suisse. Si on prend très rapidement quelques points de la semaine, la Suisse, l'argent, la guerre fiscale, Depardieu qui s'exile en Belgique. D'abord, techniquement, c'est une bonne affaire ou il aurait mieux fait de venir en Suisse? Non, il a bien fait. D'abord parce que le forfait est devenu prohibitif, va l'être plus encore, voire va être aboli. Et puis la Belgique, simplement, ne connaît pas l'imposition sur la fortune. On peut supposer que la fortune de Gérard Depardieu est faite. Bon. Bien sûr que je comprends qu'il soit parti. Est-ce que c'est pas, de la même façon que je vous disais, vous qui partez au Bahamas, il y a un côté vulgaire, est-ce que c'est pas vulgaire quand on est une icône du cinéma français d'aller à, qu'est-ce que c'est que ce bled en Belgique? Néchin. Néchin. Oui, c'est peut-être vulgaire d'aller à Néchin, c'est peut-être vulgaire d'aller à Nassau, ça commence par la même lettre. C'est pas vulgaire, on dit pas que pour Delon il était vulgaire. Non, c'est pas ça. C'est que lorsque vous êtes confronté, je parle pas de la Suisse, je parle de Depardieu, à une fiscalité purement confiscatoire, au point d'ailleurs que la question de sa constitutionnalité se pose. Il n'y a pas de raison, lorsque vous gagnez 100 francs, qu'on vous en confisque 99 au motif que vous montrez un peu d'opulence, dont il faut se rappeler tout de même, puisque c'est de Depardieu que l'on parle, qu'il n'a pas gagné à l'euro-million, il n'a pas, que je sache, hérité, c'est dû à son mérite, à son talent, à son indépendance d'esprit, à sa création artistique et à son travail. Donc qu'on ne veuille pas être définitivement défraudé par un gouvernement sur les capacités duquel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui et qu'on choisisse l'exil, me paraît un acte de légitime défense fiscale que je cautionne tout à fait. Dominique Varnuzel, vous avez été tellement interviewé, on rappelait ces 30 ans que vous êtes dans le paysage public en France. Une entrée un peu différente, c'est les photos qui résument votre univers. Je vous ai demandé 9 ou 10 photos, vous les avez envoyées. On va les prendre simplement dans l'ordre et sans doute qu'elles en disent effectivement sur votre univers. Première photo, c'est le général Salan. Oui, c'est le général Salan, général 4 étoiles. Rappelez-vous que De Gaulle était général 2 étoiles à titre provisoire. Pourquoi ? Parce que c'est l'Algérie française, c'est l'incarnation de ce qu'on appelait ceux qui mettaient leur peau au bout de leurs idées, c'est l'OAS. Et cette image que j'ai choisie prouve que l'on peut être un fervent gaulliste, comme je le suis, et un fervent tenant de l'Algérie française, comme l'était De Gaulle, quand bien même l'OAS a commandité un nombre incalculable d'attentats contre la personne de Gaulle. Les militaires, ça vous fascine toujours ? Oui, parce que c'est l'univers dans lequel j'ai grandi. Mon père était officier parachutiste. La plupart de mes oncles ont servi en Indochine ou en Algérie. C'est pas l'uniforme ni l'apparat, c'est l'autorité et souvent le courage, oui. Deuxième photo. Al Capone, l'archétype du chef de bande. Je vous donne une anecdote d'1 seconde. Lorsque j'avais 3 ans ou 4 ans, on m'a posé la question, on m'a dit « Qui veux-tu être plus tard ?» J'ai répondu « Je veux être Gaza ». Et on m'a dit « Mais comment ça, Gaza ?» Mais je dis « Oui, bien sûr, puisque la bande de Gaza, on en parle tout le temps à la télévision, et Gaza, c'est forcément le chef de la bande. » Et donc, moi, je voulais être le Gaza suisse. Brel, Brassens, Ferré. Voilà, tout le talent de la poésie française chantée des années 50-60, toutes les ouailles de Jacques Canetti, de tous ces très très grands producteurs qui ont su réunir les talents, le génie, tous les 3 fumeurs, vous l'avez vu, et malheureusement tous disparus. Beaucoup de noir-blanc, enfin de la couleur, mais avant ça, on a l'impression que votre univers, vos références, c'est noir-blanc souvent. Beaucoup, à 90%, c'est du noir et blanc. J'aurais pu vous mettre Gabin dans la Bandera, Gabin dans Quai des Brumes, ou Pierre Freinet dans La Grande Illusion. On a évoqué Alain Delon tout à l'heure, parmi vos pairs. On va revoir une autre photo noir-blanc de nouveau, c'est Quai des Orfèvres. Et là aussi, beaucoup de fascination, j'imagine. Pour Jouvet, acteur, créateur, homme de théâtre d'exception, entouré de Bernard Blier, acteur phénoménal, et de Raymond Bussière, que vous voyez à gauche, une des plus belles gouailles du cinéma français, avec ce côté titi parisien et cette justesse dans tous les registres, finalement. Sterling Hayden. C'est mon idole. Voilà, j'étais... en 2 mots, il gagne un concours de pêche aux États-Unis, finit à la première page d'un journal. Un grand producteur américain, je crois que c'était Warner, dit « Je le veux, celui-là ». 2 mois après, il tournait avec John Huston dans Asphalt Jungle. Un grand marin,
Et de surcroît, puisque pas militaire, Silver Star, donc très haute décoration américaine. Vous et Pasmandy, Et gloire du... Feu Peter Pasmandy, là j'avais 30 ans. Ouais. Servette Sion, c'est le match qu'ils ont perdu. Servette a basculé dans le tour de relégation. Nous sommes partis sous les injures, les colibets. Un échec terrible et mortifiant. Alors celle-là, elle est surprenante de vous, parce qu'on ne vous imagine pas tellement dans cet univers-là, mais c'est Fred Astaire et Rita Hayworth. Oui, dans Love Lear, un des extraordinaires, cette scène que je vous invite à regarder, Shorty George, un plan séquence de 3 minutes. C'est absolument ahurissant, ébouriffant à regarder encore aujourd'hui. Dominique Verluzel, on vous verra, enfin, on verra votre pièce au théâtre, Fratricide, avec Jean-Pierre Calfon et Pierre Santini. Vous devez avoir la superstition, hein. Une première pour vous, c'est quoi? Beaucoup de trac? Je m'en rends pas compte puisque c'est la première fois que je vais vivre ça en cette qualité auteur. Je n'ai jamais été auteur, donc je ne sais pas très bien comment je vais le vivre. J'essaie de me dire que finalement, maintenant, ça ne m'appartient plus. C'est mon producteur, c'est mes acteurs, c'est la metteuse en scène, Delphine de Malherbe, qui est une fille formidable, qui met en scène maintenant à Paris 1, connue à cette adresse. Je me dis, voilà, c'est leur bébé, c'est leur enfant, je le leur ai légué, et puis pour le reste, c'est soit la prière, soit le vœu pieux. Dominique Verluzel, merci. Comment ça se passe, votre vie? Vous repartez pour les Bahamas, là, par exemple? Je repars le 18. Ouais. Ça se passe bien. Il y a une photo qu'on a omise, je crois. Alors on voit... Qui était celle... C'est une des photos en couleur de je vous ai Béatrice montré Barton et Laurent Gérard. une toute petite lumière de ma nouvelle vie, voilà. Béatrice Barton, que vous connaissez bien, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé à la TSR, et qui habite dans la même région que chez moi, et Laurent Gérard, qui est notre ami commun. Et vous voyez que la lumière est belle et qu'ils n'ont pas l'air tout à fait malheureux. Et il fait plus chaud qu'en Suisse. Beaucoup plus chaud.